Cette semaine à info.tvc, les réactions de la députée Christina Michaud sur le deuxième rapport concernant le redécoupage électoral. En cette Saint-Valentin, on parle d'argent et de couple à la chronique de la CEF. À la fin du mois de mars se déroulera le tournoi Choc à l'Aréna Gérard Duchesne de Causes-Abscales. Un atelier de création de bandes dessinées est offert aux jeunes de la Matapédia par la bibliothèque de la Côte-Saumon. Et le 28 janvier dernier, c'était l'inauguration du relais de la coopérative des Verts de Sainte-Marguerite-Marie. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 10 février. Avant de débuter l'émission, la TVC offre son soutien à la population du quartier Sainte-Rose à Laval et ses sympathies aux familles endeuillées suite à la tragédie qui s'est produite plus tôt cette semaine où un autobus du transport collectif a foncé dans une garderie et fauché la vie de 2 enfants. Peu importe où cela se produit, ça touche tout le monde. Paix à ces 2 petits anges. C'est bientôt la Saint-Valentin, ce n'est pas juste la fête des amoureux, mais la fête de l'amour. Prenez donc quelques instants pour contacter quelqu'un qui vous est cher, pour lui dire que vous l'appréciez. Dans la course folle de la vie, on a souvent tendance à oublier de dire « je t'aime ». D'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui sera aux couleurs de la Saint-Valentin. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Avec la démission du maire de Causes-Abscales, Régent Lagacé, la Ville ouvre le poste de maire ou mairesse aux candidatures. Toute déclaration de candidature doit être produite au bureau du président d'élection Laval-Robichaud, au 1 rue Saint-Jacques-Nord à Causes-Abscales, du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h. Pour toute information, contactez le 418 756 3444, poste 1306 ou poste 1. Si plus d'une personne pose sa candidature, les citoyens de Causes-Abscales seront appelés aux urnes. Le jour du scrutin sera le dimanche 30 avril de 10 h à 20 h ou le jour de vote par anticipation qui sera le dimanche 23 avril de midi à 20 h. Le nouveau rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales du Québec, rendu public le 1er février dernier, continue de faire réagir. Les membres de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent se sont réunis en séance extraordinaire le 4 février dernier pour dénoncer cette seconde proposition qui suggère toujours l'abolition de la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia. Déçus de ne pas avoir été entendus lors des consultations publiques qui se sont déroulées à Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup, les élus municipaux souhaitent qu'avec le dépôt du rapport des députés, les instances politiques et les membres de la commission entendront leurs arguments qui visent à assurer la solidité et la crédibilité de notre démocratie. De son côté, le Parti libéral du Québec a déposé une motion à l'Assemblée nationale afin de condamner la disparition de la circonscription fédérale d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia. Lors de la semaine de l'agriculture matapédienne, 2 activités sont prévues avec l'humoriste Jérémy Demé. C'est le 23 février à la salle multifonctionnelle de la Côte-Saumon que le tout se déroulera. À 10 h, vous êtes conviés au brunch conférence La Liste et à 20 h, au spectacle d'humour naturel. Il est possible de vous procurer des billets auprès du groupe de relève agricole de la Vallée, à la MRC de la Matapédia, ou à l'aide du formulaire que vous retrouverez par l'entremise de la page Facebook Semaine de l'agriculture matapédienne. Dans le cadre des rendez-vous culturels de Matamaja pour l'été 2023, un appel de proposition est lancé afin de combler la programmation estivale. Tous les artistes désireux de se produire dans le cadre de cet événement à la terrasse du site patrimonial de pêche Matamaja à Causes-Abscales doivent compléter le formulaire dont le lien est accessible par l'entremise de la page Facebook Site patrimonial de pêche Matamaja, au plus tard le 30 avril. Les prestations auront lieu les 13 juillet et 3, 10 et 17 août de 19 h à 21 h.
Pour toute information ou pour transmettre des photos et de la documentation complémentaire, contactez Édith Ouellette au 88 756 5999, poste 1330 ou par courriel à l'adresse e.ouellette@commercial-causabscal.québec. C'est demain que se termine la 33e semaine de prévention du suicide qui avait pour thème « Mieux vaut prévenir que mourir ». Celle-ci avait pour but d'encourager les gens à oser parler du suicide avec ses proches et dans ses milieux, afin de prévenir le suicide. Même si la campagne se termine, vous pouvez consulter le site oseparlerdusuicide.com pour obtenir les informations sur la détresse, comment la déceler et comment y répondre. Vous retrouverez également des témoignages de personnes qui ont osé parler du suicide dans leur vie. Si vous avez besoin d'aide pour vous ou un proche, appelez au 1-866-APPEL ou par texto au 535353. Dans la Matapédia, l'organisme Rayon de partage en santé mentale est là pour vous, qui peut être contacté au 88 629 5197. Le chiropraticien Olivier Chagnon était de retour au palais de justice d'Amqui le 6 février au terme de la tenue de son enquête préliminaire afin d'être cité à son procès. Le propriétaire de la clinique Axe Santé Optimale d'Amqui devra se présenter à nouveau au palais de justice le 4 avril afin de fixer une date pour son procès. Le 7 décembre dernier, Olivier Chagnon a plaidé non coupable au chef d'accusation d'agression sexuelle et d'attouchement sexuel sur une personne d'âge mineur. Rappelons qu'il est également accusé de production et possession de pornographie juvénile. Passons maintenant aux actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le Bar Laser de Causabscal a obtenu une victoire de 4-3 face aux Vikings du Rocher. Brian Ruel, Raphaël Otis, Xavier Ross et Alex Durette ont été les marqueurs de l'équipe matapédienne. C'est le gardien Vincent Morin qui était devant le filet pour cette partie. Le prochain match aura lieu ce samedi 11 février, ici à Causabscal, contre le Bois BSL de Montjoly. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Avant de vous présenter l'entrevue avec Christina Michaud concernant le redécoupage électoral, voici une capsule vidéo sur la semaine de prévention du suicide. Salut! Comment ça va? Sincèrement. Dès le 5 février, c'est la semaine de prévention du suicide qui débute. C'est l'occasion parfois de se demander comment les gens autour de nous vont, de porter attention aussi aux différents peut-être signes ou non, de demander un sincère comment ça va et d'attendre une vraie réponse peut vraiment faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis toi, qui va peut-être pas bien ces temps-ci, si on te demande comment ça va, réponds pas oui automatiquement sur comme on est habitué de faire. Si quelqu'un nous demande ça va bien, puis on est tout à comme oui. Puis des fois ça va vraiment pas bien. Je suis la preuve vivante. On me demande souvent si ça va bien, puis des fois je dis oui. Mais ces temps-ci, j'essaie de me rectifier, puis de dire hey, sais-tu quoi? Non, ça va pas bien, puis j'ai besoin d'aide. Puis quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte des personnes qui étaient vraiment là pour moi, qui m'ont aidée. Mais reste juste pas tout seul là-dedans. J'ai déjà pensé au suicide. Je suis allée chercher de l'aide. C'est le meilleur cadeau que je me suis fait dans la vie. Ça peut tous nous arriver. Sache juste que t'es pas tout seul, pour de vrai. Tu peux appeler chez Rayon de partage, ici, à Amqui, au 418-629-5197. Tu peux aussi appeler au 811 option 2 en tout temps. Tu vas parler à quelqu'un d'inconnu, quelqu'un qui va se soucier de toi. Des fois, on est parfois gêné de parler à quelqu'un qu'on connaît plus, donc 811 option 2. Tu as aussi le centre de prévention du suicide au 1-866-APPEL. Puis si jamais, prends le téléphone, appelle un ami, un parent. Tu peux nous appeler nous au gym, on sait pas, on va pouvoir peut-être t'aider. Reste juste pas tout seul avec ça. Reste pas tout seul quand ça va pas bien. Puis si jamais toi ça va bien, ben regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu pourrais aider aujourd'hui?
Bonne journée. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a déposé un nouveau rapport à la Chambre des communes suite aux différentes consultations publiques qui ont eu lieu en septembre dernier. Malgré la mobilisation des élus et de la population, la Commission est restée sur son point de dissoudre la circonscription d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. Et pour en discuter, je suis avec Christina Michaud, la députée de la circonscription. Christina Michaud, bonjour. Bonjour. Comment vous avez réagi quand vous avez lu le rapport et qui indique toujours la dissolution de notre circonscription? Écoutez, c'est difficile de trouver le mot. C'est beaucoup de déception. C'est un peu même d'indignation. Vous l'avez dit, on avait fait une belle mobilisation régionale. C'était pas seulement un élu fédéral, contre la disparition de son comté. C'était toute la communauté qui était tissée serrée et qui disait la même chose très, très unanimement. Là, tout le monde demandait le statu quo, que ce soit des maires, des préfets, des ex-élus, députés fédéraux, provinciaux. Donc, tout le monde, vraiment, même des citoyens sont allés se faire entendre ou ont envoyé une communication à la commission disant, ben, ça n'a pas de bon sens qu'on perde encore du poids politique dans l'Est du Québec. Alors, je croyais que ça aurait été suffisant. Je l'espérais beaucoup. Surtout que les arguments qu'on avançait étaient solides. Là, c'est pas seulement, ben là, c'est grand puis ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on appuyait notre argumentaire sur des éléments qui sont assez solides et qui, je l'espérais, allait convaincre la commission, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est une grande déception, d'autant plus que la dernière fois, on se ramène il y a 10 ans, en 2012, c'était exactement la même situation. La commission proposait de supprimer Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia, et c'était à l'étape du second rapport qu'ils avaient changé d'idée. Donc, à la suite des audiences publiques, ils avaient dit, bon, ben, on n'a pas le choix de vous donner raison, même si, bon, on sort un petit peu du barème normal. Là, évidemment qu'on sort du barème, le quotient électoral n'est pas suffisant selon eux, mais les arguments qu'on a avancés n'ont pas été suffisants aussi. Alors, c'est une grande déception de constater ça. Ce qui nous rassure, c'est que le processus n'est pas fini, il reste quelques étapes et on va se battre jusqu'au bout pour essayer de faire changer cette décision-là. Justement, là, comme tu mentionnais, la dernière fois, ça a changé au deuxième rapport. Là, au deuxième rapport, ça n'a pas changé. Et avec toute la mobilisation qu'il y a eu, est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait là, que la commission reste sur son point? Absolument, qu'on doit s'inquiéter et on doit même avoir une réflexion qui va plus loin que ça. Évidemment que la décision finale sera prise autour de septembre 2023, mais ça pousse la réflexion plus loin. Est-ce que de plus en plus, à chaque 10 ans, évidemment, toute l'immigration qui va arriver au Québec, ça n'en ira pas toute dans les régions du Québec. Il y a une très, très grande partie qui va rester dans les grands centres. Alors, est-ce qu'à chaque 10 ans, on va dire, ben, ça prend de plus en plus de députés en ville, on va devenir avec, je sais pas, quelque chose comme 80 députés en ville pour représenter tout ce monde-là, tellement le taux populationnel va être grand. Et en région, ben, on aura un député pour l'Est du Québec, un député pour la Côte-Nord qui va s'occuper de l'Abitibi aussi, peut-être le Saguenay. Puis, est-ce que ça va être comme ça dans le futur? Donc, c'est ces questions-là qu'on doit se poser et c'est la commission avec cette décision qui nous pousse à se poser ces questions-là. Alors, je pense que la population, en termes de représentation effective, en termes de service à la population, elle doit se poser ces questions-là et surtout démontrer à la commission qu'elle n'est pas en accord parce que c'est pas seulement oui, les élus, évidemment qu'on est interpellés là et qu'on est bien placé pour mener ce combat-là, mais je pense que les premiers perdants, s'il y a une circonscription qui est supprimée dans l'Est du Québec, c'est les citoyens.
citoyens. On s'est peut-être habitué à des députés qui sont proches des gens, qui sont habitués de sillonner le territoire pour aller le plus possible à la rencontre des citoyens, d'avoir un bureau de circonscription dans chacune des MRC. Si on se retrouve avec un immense comté et qu'il y en a seulement 3 de Montmagny aux Îles-de-la-Madeleine, mais ça se peut que la représentation soit pas du tout la même parce que ce sera juste physiquement impossible d'aller à la rencontre de tout le monde et de participer à tous les événements qui ont lieu dans une circonscription. Donc, il y a certainement là cette réflexion-là à avoir. Oui, là, on parlait de la proximité justement des députés par rapport aux citoyens. Et l'argumentaire qui ressort encore de la commission, c'est la démographie. On utilise encore les statistiques de dire, ben oui, mais vous êtes moins peuplé, mais c'est pas juste une question de nombre de personnes, mais je pense que c'est aussi de la grandeur, la dimension qu'il faut qu'ils prennent en compte. Et c'est assez incroyable parce que les commissaires se contredisent pratiquement eux-mêmes dans le rapport parce qu'ils disent, vous en voulez pas mal à la mathématique, ce n'est pas seulement mathématique, mais dans le fond, c'est l'argument le plus fort, la mathématique. Mais si c'était seulement une chose mathématique et de statistique, là, je pense que l'intelligence artificielle est assez développée pour qu'on puisse mettre tout ça dans une machine et qu'il délimite des circonscriptions à la grandeur du Québec pour avoir à peu près 109 000 personnes sans prendre en compte les communautés d'intérêt, les MRC, les relations entre les municipalités qui existent et on mettrait tout ça dans la machine et on aurait un résultat. Si c'était que cet élément-là qui était important, mais évidemment, ce qu'on a démontré à la commission, c'est qu'il faut avoir un certain jugement, il faut connaître le terrain, il faut savoir comment ça se passe chez nous pour être en mesure de décider comment est-ce que ça devrait fonctionner, les circonscriptions fédérales. Donc, c'est un peu insultant de se faire répondre ça parce que si c'était si mathématique et que mathématique, on pourrait mettre tout ça dans une machine et on aurait un résultat. On serait d'accord ou non, mais ce serait comme ça. C'est pas pour rien qu'il y a 3 personnes qui ont été sélectionnées pour prendre une décision. C'est pour qu'ils fassent preuve de jugement et pour qu'ils prennent en compte certains éléments qu'une machine pourrait pas percevoir. Alors, c'est un peu frustrant de se dire, ben justement, ces éléments-là n'ont pas été pris en compte. Surtout qu'en plus, au niveau démographique, il y a d'autres circonscriptions ailleurs dans le Québec qui sont à peu près la même quantité de citoyens que nous, on a ici, là. Ben en fait, on est vraiment en deçà de la moyenne provinciale, si on veut. Normalement, on veut qu'il y ait entre à peu près 109 000 personnes par circonscription. Ça peut être 25% en bas de ça ou 25% en haut de ça. Tout le monde est pas mal dans ces barèmes-là. Chez nous, on est vraiment en bas. On est à 70 000 personnes. Donc, on comprend qu'on ne peut pas rentrer dans la norme, mais c'est pour ça qu'il existe des statuts d'exception et c'est ce qu'on demande, de donner un statut d'exception à cette circonscription-là, comme on l'a donné à d'autres régions dans le passé. Et quand on plaide le vaste territoire, la commission nous répond, ben il y a des très, très grands territoires qui sont couverts par des députés. Ils n'ont jamais demandé de statut d'exception, mais il faut prendre en compte l'occupation de ce territoire-là. Faites le tour de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, elle est habitée partout, là. C'est pas nécessairement le cas dans la baie James, par exemple, où c'est extrêmement grand, des centaines de kilomètres carrés, mais il y a à peu près 1000 personnes qui l'habitent. Donc, on n'est pas du tout dans la même circonstance, si on veut, et je pense qu'il faut prendre ça en considération. Parce que là, on parle d'une perte d'une circonscription, mais c'est pas juste ça, là, c'est une perte de poids politique. C'est quoi qu'on va envoyer comme message? C'est comme les régions, c'est pas assez important, on leur enlève du pouvoir pour encore donner plus de pouvoir aux grands centres. Est-ce que c'est ça qu'on veut nous envoyer comme message? Ben nous, c'est le message contraire qu'il faut envoyer et c'est justement ça qu'on ressent. Comment on va faire pour mener les combats de toute cette grande région dans laquelle il y a plusieurs spécificités. Là, on passe d'une MRC, même d'une municipalité à l'autre et les combats sont pas les mêmes à mener. Alors si on a juste 1, 2, 3 voix pour représenter tout ça, alors qu'à Montréal, ils sont entassés, les députés, tellement ils sont plusieurs. Alors c'est ça la question. Est-ce qu'on va être de moins en moins pour défendre une circonscription ou une région qui, elle, ne change pas? Oui, la population a changé dans les dernières années, mais le territoire, non. Il est toujours aussi grand, toujours aussi périlleux à parcourir pour aller à la rencontre des gens. Alors, c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser et qu'on s'était quand même posé la première fois quand on est allé témoigner devant la commission.
qui, selon elle, étaient des éléments qui n'étaient pas assez pertinents ou intéressants par rapport à la mathématique de la chose. Donc, c'est un peu le défi supplémentaire et le défi du reste du processus. Comment on va faire pour reconstruire l'argumentaire et pour convaincre à nouveau les commissaires, alors que c'est même pas devant eux qu'on va témoigner la prochaine fois, là. Ça va se faire à la Chambre des communes, devant un comité de députés. Alors, c'est un peu ça la question qu'on se pose en ce moment. On trouve qu'on a encore raison sur les arguments qu'on a avancés, mais comment faire pour continuer de les plaider si on n'a pas la commission en face de nous? Alors, c'est le défi qui s'en vient pour les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a quand même une bonne nouvelle dans ce rapport-là, oui. C'est qu'au début, dans la première proposition, on scindait la MRC de la Matapédia en deux pour les mettre dans deux circonscriptions différentes. Là, cette option a été tassée. La MRC reste dans son entièreté et serait jumelée maintenant avec Rimouski pour devenir la circonscription de Rimouski, la Matapédia. Fait qu'au moins à ce niveau-là, ça a fonctionné. Ils ont entendu notre message. Oui, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je dirais que c'était la moindre des choses, là. S'ils n'avaient pas fait ça, on serait encore plus indignés. Et moi, quand j'ai entendu les gens de la Matapédia aller plaider devant la commission, que ce soit Chantal Lavoie, que ce soit Sylvie Blanchette, mairesse d'Amqui, et elle disait pas, il faut absolument que la Matapédia soit d'un côté ou l'autre. Leur message principal était, on ne doit pas perdre une circonscription fédérale. Donc, c'était la demande principale de tout le monde. Et évidemment que ça ajoutait à l'insulte de séparer des MRC en plein milieu, mais le message principal n'était pas celui-là et ça aurait été n'importe quoi si on avait laissé la carte telle qu'on l'avait présentée la première fois. Et j'irais même jusqu'à dire, est-ce que c'était pour nous satisfaire dans une certaine mesure en disant, ben vous devriez être content parce qu'on a au moins répondu à une de vos demandes. Mais il faut comprendre que la demande principale, c'était le statu quo, c'était le fait de garder la circonscription dans son ensemble et de pas toucher à la carte, de la laisser telle qu'elle est actuellement. Donc, oui, évidemment c'est rassurant qu'une MRC soit pas coupée en deux dans une circonscription fédérale, séparée dans deux circonscriptions, mais évidemment qu'on aurait préféré garder la circonscription au complet, là. Comme tu l'as mentionné, c'est pas une décision, la décision n'est pas encore officielle. Il y a encore des choses qui peuvent se faire. Pour toi, là, ça va être quoi les prochaines actions? Ça va être quoi les choses qui peuvent être faites là, pour essayer de convaincre la commission là, de revenir sur cette décision? La prochaine étape, c'est la dernière. Elle se passe à la Chambre des communes. Donc, on passe un petit peu de la mobilisation régionale à la mobilisation politique. Évidemment qu'on a encore toute la région derrière nous et on est extrêmement heureux de ça. J'ai rencontré la table des élus du Bas-Saint-Laurent et tout le monde a démontré leur appui à nouveau. Donc, ça, c'est bien. Alors, on aura ça dans notre sac à dos quand on va témoigner devant le comité de députés, mais quand même, là, le combat, il se joue là-bas. On va le faire, je l'espère, avec d'autres partis politiques et ça semble bien parti, là. C'est plus le combat de seulement une personne, ça devient le combat de tout le monde et c'est de démontrer que c'est pas seulement les élus de l'Est du Québec ou les élus du Bloc québécois qui veulent sauver cette circonscription-là. Alors, on va travailler avec Diane Leboutillier, qui est ministre libérale en Gaspésie, parce qu'on veut la même chose. On veut protéger la représentation de nos citoyens, puis on veut protéger la démocratie aussi. Alors, on va mener ce combat-là avec elle, avec M. Généreux aussi, qui est du côté de Montmagny, qui est un député conservateur, mais c'est vraiment là où on met la partisanerie de côté et on travaille ensemble. Alors, pour les prochaines étapes, on va aller témoigner, chaque député qui veut le faire, là, va témoigner devant le comité de députés à la Chambre des communes et doit arriver avec la raison de son objection au second rapport avec 10 signatures de députés. Alors, le but, c'est d'aller chercher des signatures de députés québécois ailleurs dans le Québec, pas seulement de l'Est du Québec, pour montrer que le poids politique de l'Est est important pour plusieurs personnes, peu importe où ils sont. Donc, on a 30 jours pour envoyer ça et se préparer à aller témoigner. Puis, je sais pas quand, mais éventuellement, on sera appelé à aller témoigner devant ce comité de députés-là qui, eux, doivent le faire pour toutes les provinces, là, donc pas seulement pour le Québec. Alors, ça se peut que ça prenne un peu de temps. Ensuite, ils font rapport de tout ça et émettent des recommandations qu'ils vont envoyer à la commission. Et c'est à la lecture de ce rapport-là que la commission va prendre sa décision finale qui sera autour de septembre 2023. Donc c'est la décision finale à ce moment-là, mais à partir de septembre 2023, il faut dire que ça se fait pas du jour au lendemain d'effacer une circonscription de la carte et de changer les lignes ailleurs au Québec. Ça prend environ 7 mois à Élections Canada à mettre ça en place.
Alors, tout peut arriver quand même. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver en politique, hein. D'ici là, ça nous amène quand même loin. Faut pas oublier qu'on est toujours en situation minoritaire. Le gouvernement fédéral est minoritaire. Des élections pourraient survenir à tout moment. Et dans le cas où des élections surviennent avant qu'Élections Canada ait eu le temps de mettre les nouveaux changements en place, eh bien, ce serait la carte actuelle qui serait utilisée pour les élections. Alors, c'est quand même un élément qu'il faut garder en tête. Ça ne nous empêche pas de mener la bataille pour sauver la circonscription, mais quand même, il faut savoir tous ces éléments-là de qu'est-ce qui s'en vient et quand est-ce que ce sera réellement effectif. Donc, comme on dit, c'est pas fini tant que c'est pas terminé. Alors, on lâche pas le morceau, puis tant mieux si les autres députés des autres circonscriptions partout au Québec nous suivent et nous soutiennent. C'est là qu'on va voir si l'union fait la force. On sait ça qu'on veut. Christina Michaud, merci beaucoup d'être venue nous entretenir sur ce sujet qui est quand même un sujet important pour nous aussi. Et puis, ben, on vous souhaite bonne continuité dans ce dossier-là. Puis, je pense que tous les citoyens de la Matapédia sont derrière toi là, dans ce combat. Merci. Puis d'ailleurs, je leur demanderai leur opinion dans le prochain envoi postal que je vais leur faire. Si les gens sont d'accord qu'il ne faut pas perdre une circonscription dans l'Est du Québec, ils pourront simplement signer leur nom puis nous envoyer le document par la suite. Donc, n'hésitez pas à vous faire entendre. Parfait. Merci beaucoup. Merci. L'argent et l'amour ne font pas toujours bon ménage. Souvent, l'argent, c'est une source de conflit dans un couple. C'est de ce qu'on va discuter aujourd'hui dans la chronique de la CEF. Je suis en compagnie de la directrice générale de la CEF, Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène! Bonjour! On se revoit encore? Mais oui, tout à fait, pour un beau sujet d'actualité. Oui, hein? L'argent et le couple. Parce qu'on s'entend que c'est pas toujours deux mots qui vont bien ensemble. Non, puis là, le mois de février porte bien de discuter de tout ça, en fait, avec la Saint-Valentin qui s'en vient à grands pas. Donc, justement, au sein de notre équipe de travail, récemment, on en a discuté de tout ça, les relations monétaires en couple, en fait, il faut se le dire, c'est un chantier, c'est très, très gros comme sujet. Il y a plusieurs façons de faire, plusieurs méthodes de travail. Donc, c'est de trouver, dans le fond, la meilleure option pour soi et d'en discuter, bien entendu, avec son partenaire. Mais c'est quoi surtout les plus grandes sources de tension dans le couple? On sait que c'est l'argent, mais à quel niveau? Comment? Qu'est-ce qui fait que ça cause des problèmes dans un couple? Bien, dans le fond, l'argent, c'est une ressource. Hein? Donc, c'est sûr, si à un moment donné, on finit par manquer de ressources à quelque part, bien, ça peut nous titiller en dedans, hein? Ça peut nous fatiguer en tant que personne et faire en sorte qu'on se sente moins bien dans une situation. Donc, si on se sent désavantagé de nos ressources, justement, ça peut porter même une relation de jalousie carrément envers l'autre. Oui, parce qu'on s'entend que des fois, les deux personnes dans le couple ne font pas nécessairement le même salaire, donc un est plus en moyen que l'autre. Et ça peut causer des fois peut-être des frustrations parce qu'il y en a un qui n'est pas capable de suivre l'autre ou dans ses projets. Oui, bien tout à fait. Il y a trois grandes façons, en fait, de gérer l'argent en couple qui sont reconnues d'une certaine façon. C'est soit qu'on partage les frais à 50-50. Donc, justement, quelqu'un qui gagne 75 000 puis l'autre personne qui gagne 25 000, mais on s'entend à 50-50, la personne qui gagne 25 000 va être nettement désavantagée parce que elle, le coût de l'épicerie, qui est exemple 200 $ par semaine, lui fait beaucoup plus mal à deux que l'autre personne qui gagne 75 000. Sinon, on a aussi l'option du prorata du salaire, en fait. Donc, de gérer les dépenses en fonction du salaire que l'on fait versus l'autre. Donc, dans un cas, exemple comme tout à l'heure, 75 000, 25 000, la personne qui gagne 75 000 va participer plus aux dépenses du couple. Et sinon, bien, pour les cas des personnes mariées, des fois, bien, on fait un budget. Pour les deux personnes, on met tout dans le même panier, puis tiens, on dépense ça. Voilà. Mais pour faire ça, il faut être capable de s'en parler sans se tirer les cheveux. Ça, c'est l'autre étape. Oui. C'est bien beau de dire, ouais, on en discute,
mais c'est pas toujours facile. Puis je pense, y a-t-il des ressources et des moyens, justement, quand les gens n'arrivent pas à s'entendre là-dessus? Bien, en fait, même à la première date, là, c'est ceux qui planifient des dates là, le soir de la Saint-Valentin, là, c'est à parler déjà à la première date. Pour vrai? Oui, exactement. Il faut déjà, avant de s'engager dans une relation, de connaître un peu la relation que l'autre peut avoir vis-à-vis de l'argent. Parce que justement, si nous, on est habitués de tout partager et que là, on se trouve avec quelqu'un qui fait portefeuille à part, hein, on a souvent chambre à part, mais là, on peut faire portefeuille à part. Donc, si on a cette relation-là, ça peut mener justement à des discordes. Donc, avant tout, avant même de commencer une relation de couple, souvent, c'est des choses que l'on doit discuter. Et ça, on le voit justement dans les premiers rencarts. Qui paye le resto, comment que ça fonctionne, 50-50. C'est déjà des choses qu'on peut voir venir, mais il faut en parler, il faut en discuter parce que, veut pas, les choses vont quand même relativement vite des fois dans la vie. Hein? La maison arrive ou l'appartement, peu importe, les enfants et tout et tout. Donc, ça finit par être des bonnes factures qu'il faut qu'on se trouve à gérer ensemble. Et si l'autre personne n'est pas prête de faire le même bout de chemin que nous, bien, ça peut nuire à l'un comme à l'autre, en fait. Il y a des solutions aussi. Bien, c'était plus peut-être dans le passé. Aujourd'hui, je pense que c'est moins courant de voir ça, les comptes conjoints. Moi, je me souviens, avec mes parents aussi, il y avait un compte conjoint, fait que tout l'argent était là pour les deux. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? C'est encore très fréquent, effectivement, parce que c'est une façon souvent plus facile de gérer l'argent que de se faire des virements interac ou bon, tu as payé 100$, je vais payer 100$ sur telle chose. C'est plus facile souvent de faire un virement dans un seul compte. Donc, exemple, justement, on a une hypothèque ou un loyer, peu importe, puis il y a plusieurs charges, frais qui sont à passer pour les deux personnes, mais on fait un virement dans un compte conjoint. Et maintenant, bien, le compte conjoint, il y a des différences d'avant. Avant, il était beaucoup plus restrictif à donnant le décès d'une personne, donc ça s'en est problématique, mais maintenant, c'est plus facile. Le compte conjoint est encore accessible si, exemple, la personne décède ou peu importe. Là, c'est des nouvelles lois fiscales depuis cette année. Ça se fait encore. C'est une solution. Oui, c'est une solution, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, justement, pour éviter que ça devienne un sujet de discorde au niveau de l'argent? Bien, en fait, c'est vraiment de se tenir informé. Puis, tu sais, les petits CA familiales, là, ça peut être pratique, justement, de s'en tenir un peut-être une fois par année parce que nos situations de vie peuvent changer. Notre salaire peut changer. Donc, ça fait en sorte que, bien, peut-être ce que j'étais capable de payer l'an passé, aujourd'hui, je ne suis plus capable de le payer. Et que j'aurais peut-être besoin d'aide parce que je sens que mon pouvoir d'achat diminue. Je sens que j'arrive plus serré à la fin du mois. Et dans le couple, bien, c'est important, oui, de dépenser, mais aussi d'épargner. Si on se rend compte que notre conjoint n'est pas capable d'épargner autant que nous, bien, il va peut-être falloir penser à la retraite, soit aider notre conjoint, hein? Donc celui qui n'a pas autant d'épargne, ou sinon lui donner le lousse nécessaire pour épargner aussi de son côté. Fait que prendre des solutions pour prévoir tout ça aussi. Tout à fait, tout à fait. La base reste la communication. Il faut toujours faire ça quand c'est le bon moment. Oui. Pas quand que, justement, on est en discorde ou en voie de séparation ou bien en train de peut-être se dire qu'on est à veille de quitter son conjoint. C'est pas le temps de discuter de ça. Il faut en discuter quand ça va bien. Ou en train de faire ses bagages, puis là, je t'annonce que je peux plus partir en voyage, j'ai pas les moyens. Effectivement, on se prévoit un petit peu d'avance. On en discute avant. Donc, il faut vraiment se parler et pas laisser justement ces différences financières-là nous séparer. Tout à fait. Puis, si vous avez besoin d'avis, de conseils, n'hésitez pas, on est là pour ça. Puis nous, ben, on voit ça plate, nous, l'amour, d'une certaine façon. Vous la voyez avec des petits cœurs, avec... mais nous, on voit le volet financier de l'amour au travers de tout ça. Et toutes les méthodes sont bonnes. Il suffit de trouver celle qui correspond à nos besoins, en fait, puis correspond aux besoins du couple, mais aussi de la famille en bout de ligne. Fait qu'on peut contacter la CEF aussi si on a besoin d'informations. Tout à fait. Merci beaucoup, Hélène. Merci infiniment. On souhaite que la Saint-Valentin se passe bien avec les gens. Puis chicanez-vous pas pour des dollars. Hein? Non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Nous, on va se retrouver. Et là, on va parler d'impôts à la prochaine chronique. Ben oui, malheureusement. C'est le temps des impôts qui s'en vient aussi. Hein? Fait que ça, c'est pas toujours un sujet qui... Pas toujours le fun, hein? Mais il faut en parler pareil. Exactement. On va prendre le temps de démystifier ça un petit peu. Merci. Merci.
nous joindre? Composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapédia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Au mois de mars aura lieu la 39e édition du tournoi Hockey Choc, ici à l'Aréna Gérard Duchesne de Caux-Abscal. Pour tout connaître de ce que nous réserve cette nouvelle édition, je vais aller rejoindre Guylain Raymond, qui est coordonnateur de l'événement. Guylain Raymond, ce sera la 39e édition du tournoi Choc. Quand même, c'est une belle longévité pour le tournoi. Vraiment, on est très heureux de présenter la 39e édition cette année, les 23, 24, 25, 26 mars. Et ça a commencé comment, cette histoire-là? Bien, l'histoire du tournoi Choc, c'est un peu la Commission des sports et loisirs qui avait dit on va faire un championnat de hockey olympique à Caux-Abscal, c'est pour ça Choc. Alors, c'est un groupe de bénévoles qui avait commencé il y a 39 ans, puis nous, au service des loisirs, on continue. Mais cette année, il faut dire qu'on a un beau groupe de bénévoles qui ont embarqué avec nous, un comité organisateur. Ça, on est heureux, puis ils ont fait un travail extraordinaire pour aller chercher des commanditaires, des belles bourses. C'est un nouveau comité organisateur, je pense, cette année. Oui, c'est ça. C'est un nouveau comité organisateur avec Sébastien Allard, Vincent Bérubé, Jessica Thériault, Christian Caillouette et nous-mêmes au service des loisirs, Jessie et moi. Et on travaille fort. On a travaillé fort, les gens ont travaillé fort. Comme je dis, on a été chercher des bourses de 8 000 total pour la fin de semaine aux équipes qui vont participer. Alors, c'est gros, c'est un gros tournoi, puis on veut mettre de l'animation, des chansonniers, puis on veut mettre le paquet, là. Fait que les prix vont être en argent, si je comprends bien. Les bourses sont en argent, c'est ça. Il y a 4 classes. La classe, c'est une classe Open. Open, on a mis le paquet, là, on prend 4 équipes. L'équipe gagnante aura une bourse de 2 000 $. C'est vraiment compétitif. Tu peux avoir joué dans n'importe quel niveau cette année. Et l'équipe finaliste aura une bourse de 1 500 $. Et on a les classes participation, 40 ans et plus, et féminins qui vont en fin de compte, les autres, l'argent qui va rester, ça va être dans les bourses dans ces classes-là. Fait que ça va être vraiment un beau tournoi. Ces catégories-là que tu viens de nommer, c'est des nouvelles catégories de cette année? Non, c'est déjà une catégorie qui était là. La Open, c'est vraiment une catégorie qu'on a dit, là, on voulait comme les joueurs qui jouent soit universitaires, soit seniors au Québec ou soit juniors au Québec, ou qui veulent venir jouer ou qui ont joué compétitif dans les 2 dernières années, d'un circuit assez haut, assez fort, bien, qu'il y ait une classe spéciale pour eux autres pour vraiment faire une classe participation où ce que les joueurs, participation, ligne de garage vont pouvoir jouer là-dedans. Fait que, on voulait comme démêler ça un peu, puis c'est ce qu'on a fait. Et là, on s'attend d'avoir combien d'équipes? On espère avoir 20 équipes. À l'heure qu'on se parle, on a déjà une dizaine d'équipes d'inscrits. On est à 50 des inscriptions. Les inscriptions ont commencé la semaine passée jusqu'au 1er mars. Alors, on a une page Facebook. En plus, on a un commanditaire extraordinaire cette année qui est Logmax. Alors, notre tournoi cette année va être Choc Logmax. Alors, notre page, c'est Facebook Choc Logmax. C'est que les gens qui veulent s'inscrire en direct là peuvent s'inscrire. Et puis là, il y a des équipes de partout au Québec qui vont venir. Les gens de partout au Québec peuvent venir. C'est pour ça qu'on a lancé un appel à tous les médias dans la province, ça, pour essayer d'avoir des équipes un peu partout, même au nord du Nouveau-Brunswick. Et là, le fait qu'il y a des gens de partout qui viennent, c'est bon pour la région, pour Caux-Abscal aussi. Là, ça amène le tourisme. C'est sûr que ça amène des gens à rester dans les hôtels, manger dans les restaurants, aller dans les bars la fin de semaine. Alors, c'est un bel événement sportif dans la région. Fait que là, on va avoir ce tournoi-là fin mars, mais il y en a un autre aussi qui s'en vient. Oui, cette année, le Hockey mineur de la Vallée va recevoir les championnats régionaux simple lettre, les catégories M11, A et B, et M15 A et B, ce qui donne un total de 35 équipes dans la vallée le 31 mars, 1er, 2 avril. Ça, c'est un gros événement. C'est des gros retombées économiques. Ça mobilise les 3 patinoires, ça mobilise des bénévoles. C'est vraiment une belle... Puis c'est les championnats régionaux. C'est là que la saison se clôture pour ces jeunes-là là, de M11 à M15 là, dans l'est du Québec. Et ça va être à Amqui, Cozap et Sébec. Avec monopolisant 3 arénas, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? J'imagine que oui. C'est certain qu'on veut des bénévoles, puis l'Association du hockey mineur, la présidente, avec tout son conseil d'administration, veulent avoir des bénévoles, puis c'est important qu'il y ait des bénévoles ce fin de semaine-là pour nous aider. Et puis, est-ce qu'il y a des commanditaires pour ce tournoi-là aussi? Pour ce tournoi-là, non, parce qu'on a travaillé fort avec les commanditaires pour le tournoi de hockey mineur qui a été une réussite cette année, où
remettre un montant de près de 5 000 à l'Association du hockey mineur. Et qu'on est très fiers de ça. Et on a dit qu'on n'allait pas revoir les commanditaires. Y a-t-il une page Facebook ou un site Internet pour ce tournoi-là? Pour l'instant, non, mais les gens vont pouvoir voir les résultats sur Sportdol, championnats régionaux, Bas-Saint-Laurent, hockey simple-lettre dans les semaines qui vont suivre. Parfait. Bien, Glenn Raymond, merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter 2 belles fins de semaine de tournoi de hockey. Merci beaucoup. Le tournoi Choc aura lieu du 23 au 26 mars à Cause-Abscale. Pour inscrire une équipe et pour toute information, consultez la page Facebook Tournoi Choc Logmax. Ne manquez pas le 31 mars, 1er et 2 avril, les championnats régionaux qui se dérouleront à Cause-Abscale, Amqui et Sébec. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. La bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons a obtenu une subvention suite à un appel de projet en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans pour mettre en place un atelier fort intéressant. Mais je vais laisser mes invités nous en parler. J'ai donc avec moi en studio Caroline Pelletier, qui est la responsable de la bibliothèque, et en vidéoconférence, Julien Dallaire-Charret, qui est auteur de bande dessinée. Bonjour à vous deux! Bonjour! Salut! Merci d'être là. Donc, on ne fera pas languir les gens plus longtemps. Expliquez-nous, quel est ce beau projet-là qui s'en vient? Je vais commencer. Oui, vas-y, j'allais dire c'est Caroline. Je vais te laisser rajouter. Oui, parfait. L'appel à projet, dans le fond, du ministère de la Culture et des Communications, c'était de venir briser un petit peu tout ce que la pandémie a pu faire comme conséquence pour les jeunes de 12 à 18 ans. Là, il y en a qui ont passé au travers sans trop de difficultés, mais il y en a d'autres qui l'ont vécu plus difficilement par rapport à le fait de ne pas pouvoir rencontrer des gens, bon, d'être isolé. Bon, tout ça, ça a eu des impacts majeurs. Donc, c'était un petit peu de proposer un atelier pour rassembler ces jeunes-là, leur proposer quelque chose de novateur, parce qu'on ne se le cachera pas, là, des ateliers de création de BD dans le coin, c'est pas quelque chose de très commun. Et puis, bon, je me suis mis à réfléchir un petit peu sur ce qu'on pouvait offrir, et j'en ai parlé avec Nick Michaud, là, qui est un BDiste ici, là, dans la vallée, qui m'a référé vers Julien, qui m'a dit, écoute, moi j'ai un ami à Québec qui est super bon, puis il s'y connaît aussi, il enseigne à des jeunes. Tu demandes-y, puis peut-être là, que ça va fonctionner. Fait que là, on comprend que l'atelier, ça va être de créer des bandes dessinées. De créer des bandes dessinées. Fait que je pourrais peut-être laisser passer la parole à Julien, puis il va pouvoir expliquer ce qu'il va faire plus spécifiquement que les gens. Juste préciser que ça va être un atelier sur 3 jours. Oui. Donc, fait que c'est Julien qui va donner l'atelier. Comment ça va se dérouler, c'est quoi? Peut-être, juste avant d'expliquer c'est quoi le projet, peut-être de nous parler un petit peu de toi. Vu qu'on ne connaît pas beaucoup. Ben oui, enchanté. Je me présente, Julien Dallaire-Charret. Moi, je suis natif de la Côte-de-Beaupré. Là. Je suis pas de la vallée, mais j'aime beaucoup Vallée et Bas-Saint-Laurent. Puis Nick Michaud, c'est un de mes très bons amis. Là. Justement, je suis allé à Amqui, là, dans sa maison et tout. Moi, j'ai étudié en graphisme au cégep de Sainte-Foy. J'ai toujours dessiné là, auparavant. Là, tout mon secondaire, j'ai beaucoup justement de projets de bande dessinée. Là. C'est l'âge cible qu'on vise avec l'atelier. C'est souvent un moment où ceux qui ont envie de raconter des histoires avec leurs dessins ou même avec les textes, c'est ce qu'on va voir durant l'atelier, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être bon en dessin pour faire la bande dessinée. L'idée, c'est juste d'avoir des idées puis un désir de raconter. Donc, c'est ça, j'ai étudié en graphisme pour apprendre, entre autres, les logiciels informatiques. Là, ça m'intéressait beaucoup, tout ce qui est Photoshop et des choses comme ça, traitement de texte. Par la suite, moi, j'ai flirté un peu avec le jeu vidéo là, quelques années. Encore là, il y avait beaucoup d'illustrations. J'ai touché un peu à l'animation aussi. Donc, tout le temps, le mariage des technologies et du dessin m'a toujours intéressé beaucoup pour finalement revenir là, à mes premiers amours qui étaient vraiment la bande dessinée. Là. Donc, prendre mes dessins, puis pas juste que ce soit une illustration, un poster, mais vraiment raconter une histoire avec ça, un récit. Donc, tout le côté scénario m'intéresse énormément aussi, autant que le dessin. C'est un peu ce qu'on va voir. Là. Dans le fond, on est assez privilégié. C'est des ateliers sur 3 jours.
Donc, il va y avoir une partie un peu, je vais partir de la base, comme si on connaissait rien de la BD. On va voir comment ça fonctionne, c'est quoi cette BD-là. Puis éventuellement, on va essayer on parlait avec Caroline, là, c'est un art qui est long à faire, là, mais on va viser peut-être de créer une page complète de bande dessinée avec les participants. Donc, ça va être un peu, c'est ça, je dirais une partie plus pédagogique, on apprend. Ensuite, on va tomber dans atelier, je dirais workshop, là, pour utiliser le terme anglais, là, mais un peu, les participants vont créer leur propre truc, puis je vais faire de l'accompagnement là, par la suite. C'est un peu ce qu'on vise. Dans le fond, tu vas les suivre, tu vas leur expliquer comment ça se fait, comment ça se passe, puis eux autres, ils vont en créer une. Oui, on va y aller étape par étape, là. C'est ça, c'est un truc qui se fait beaucoup en étapes. Il y a toute la phase d'idéation au début. Qu'est-ce qu'on veut raconter, comment ça marche, créer un personnage, qu'est-ce qui est intéressant, quel type d'univers on veut, est-ce qu'on veut quelque chose. On peut faire autant de trucs qu'il y a d'auteurs, là. Ça peut être de l'humour, du manga, action, science-fiction, horreur, là, nommez-les. Donc, juste ça, c'est beaucoup de choses. Fait que je suis content qu'on ait ces trois périodes-là. Ça va permettre d'aller un peu plus loin que juste une initiation ou OK, c'est ça les étapes, puis on repart chez nous. Là, ils vont pouvoir avoir quelque chose d'assez concret, là, j'ai l'impression, là, à la fin de tout ça. Fait que les jeunes vont pouvoir se laisser aller puis choisir les thèmes qu'ils veulent, les histoires qu'ils veulent. Ils vont laisser aller leur créativité. Oui, moi, l'idée, c'est, j'aime bien, c'est ça, mettre de l'huile sur le feu. Là, on va trouver des trucs qui les intéressent puis aller au fond de ça. Souvent, c'est ça. Il y a beaucoup de gens là, on a beaucoup d'idées ou des désirs, des fois, de faire écrire des histoires, des aventures, mais c'est l'organisation, des fois, qui bloque ou par où je commence. C'est toutes des choses on va voir des petits trucs et astuces pour faire ça, là. Donc, c'est vraiment ce que je vise à montrer, là. Il y aura pas de recette secrète, mais juste bon, c'est quoi la première étape? Ah, OK, ben, je vais écrire un scénario. Le scénario, je vais définir mes personnages. Des petits trucs comme ça, là, qu'on va voir ensemble. Donc, c'est autant le dessin que l'organisation de ces idées pour l'écriture. Donc, la bande dessinée, c'est vraiment le mariage de ces deux disciplines-là, là. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, super important, là. Si des fois, on est un peu gêné ou on n'est pas confiant dans notre dessin, mais on a plein d'idées, puis ça bouillonne, mais gênez-vous pas à vous inscrire, puis c'est vraiment pas grave le dessin, c'est quasiment secondaire, là, des fois. Autant que il y en a qui sont plus des gros dessins super incroyables, puis c'est plus une bande dessinée qui est faite pour, je dirais, être vue plus que lue. Les deux se peuvent, donc de pas se gêner avec ça. Et puis comme tu mentionnais un petit peu au début aussi, Caroline, le but de l'atelier, c'est de faire sortir les jeunes de l'isolement qui ont vécu beaucoup de difficultés pendant la pandémie. C'est pour ça que vous êtes allé chercher, d'ailleurs, une subvention pour le côté plus psychologique. Comment vous avez reçu pour créer cet atelier-là? On a reçu un montant là, qui représente 75 du montant estimé là, de l'atelier. Un montant, c'est de 4 381 $. Et puis, le montant estimé, c'est quand même 5 800, presque 850. Fait que c'est sûr qu'on a comme un manque à combler, mais ça, on va aller voir dans la communauté pour aller chercher du soutien et des partenariats. Est-ce qu'il va y avoir des frais d'inscription aussi pour aller combler? Non, on veut vraiment que ça soit gratuit parce qu'on ne veut pas de frein. Puis même, on est à regarder, là, si dans le formulaire, moi, on va mettre un petit... un libellé, voir est-ce qu'il y a des enjeux de transport. Parce que si jamais il y a un jeune qui dit, ben, tu sais, moi, j'aurais aimé ça, mais mes parents ne peuvent pas venir me porter, venir me chercher. On va même regarder là, pour pouvoir déployer un petit service de ce côté-là ou du covoiturage. Des fois, on sait qu'il y en a plusieurs sur le même chemin. Bien, on va vraiment organiser pour qu'il n'y ait pas de frein. Fait que le coût, c'est gratuit, 100 % gratuit. Est-ce qu'on sait présentement à quelle date va avoir lieu l'atelier? Oui, c'est à la fête des Patriotes, la fin de semaine du 19-20 mai. Donc, ça va être le samedi, dimanche et lundi, qui est un férié finalement. Okay. Là, pour avoir 3 jours en ligne pour que les jeunes peuvent suivre l'atelier. Oui, c'est ça. Et puis ça, c'est ouvert à tous les jeunes de la Matapédia ou... Bien, en tout cas, il y a le critère d'âge, on n'a pas le choix, on est un peu encarcané là, parce que c'est un projet pour 12-18 ans. Puis en même temps, déjà là, il y a un enjeu, là, on sait que les gens de 12 ans, peut-être pas les mêmes compétences en dessin, en création que 18 ans, mais ça va être dans la cour à Julien là, qui va être capable de tout conjuguer ça. Mais c'est ça, donc c'est le premier critère. Le reste, bien, c'est sûr que nous, il y a la Côte-Saumon-Saint-Alexandre, on a une entente intermunicipale, mais il y a quand même 20 places disponibles. Fait que, quand même. Oui, c'est ça, pour cette tranche d'âge-là, qui n'est pas la tranche d'âge qui vient régulièrement non plus aux activités de la bibliothèque au Lac-Saumon.
Donc, nous, on va ouvrir plus largement là, pour, d'après moi, couvrir aussi toutes les municipalités. Là, on va lancer l'invitation at large, je m'excuse l'expression. Oui. Puis en même temps, bien, quand il va y avoir l'exposition, bien, on veut aller exposer les œuvres finales dans chacune des municipalités via les bibliothèques qui vont accepter l'offre qu'on va leur faire. C'est ça, parce que ça, c'est la suite. Là. Après Oui, les ateliers, c'est pas terminé. C'est ça, il va y avoir les expositions, il va y avoir un vernissage, oui. il va y avoir une présentation des œuvres que les jeunes vont oui. pouvoir créer. Oui, bien, ça vient aussi dans la continuité de l'offre. En fait, on veut des répercussions positives pour la santé mentale. Fait qu'on veut que les jeunes puissent exposer ce qu'ils ont réussi à faire. Ça vient dans leur... ça va leur offrir de la fierté, une augmentation de l'estime de soi, leur donner confiance en ce qu'ils peuvent faire, parce que des fois, ça prend pas grand-chose pour dire hey, « je suis pas capable, je suis pas bon », mais là, on est dans le sens inverse. Fait que là, ça va être de montrer ce qu'ils sont capables de faire à leurs pères, à leurs parents, à leurs amis. Fait que c'est un peu... c'est pour ça que ça s'étire un petit peu en longueur, mais c'est parce qu'on veut vraiment mettre ça de l'avant. J'imagine que toi, Juliette, tu vas sûrement être capable de venir au vernissage et être là aussi pour Absolument. la suite. Oui. Ah oui, c'est ça, alors, on va pouvoir te rencontrer par la même occasion. Et là, mais là, s'il y a des jeunes qui veulent participer, comment ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire? Oui, il y a un formulaire en ligne sur la page Facebook de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Puis si jamais là, il y a des difficultés quelconques où on peut passer aussi juste par le messenger de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc, c'est moi qui est derrière, fait que je vais pouvoir orienter les jeunes ou prendre directement en note là, les inscriptions. Puis s'il y a des problèmes, ils peuvent toujours t'appeler. Toujours. ça ne marche pas et tout. Bien, merci beaucoup. Je trouve que c'est un très beau projet. Ça me donne le goût de me trafiquer des cartes puis de m'inscrire. Mais je trouve que c'est un très beau projet pour les jeunes qui ont vécu beaucoup de difficultés là, pendant la pandémie, l'isolement et tout. Fait que bravo pour cette belle initiative. Puis je vous souhaite un beau succès pour votre atelier. Bien, merci beaucoup. Merci de l'accueil. Merci beaucoup. Donc, vous êtes âgé entre 12 et 18 ans et vous êtes intéressé à venir suivre l'atelier pour créer une bande dessinée. Vous pouvez passer par la page Facebook de la Bibliothèque Bertrand B. Leblanc pour vous inscrire. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... C'est un hibou, puis un bœuf qui parle ensemble, il dit « Toi, t'es chanceux, ta femme est chouette, la mienne est vache. » Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. J'assiste à l'inauguration du relais de la coopérative de solidarité des vents de Sainte-Marguerite-Marie qui a pris du service officiellement le 21 décembre dernier. Une soirée spéciale est organisée et pour l'occasion, je vais aller rejoindre Marlène Landry qui est la mairesse de Sainte-Marguerite-Marie. Marlène Landry, bonsoir. Bonsoir. On est à l'inauguration du relais et finalement, parce que c'est un projet que ça fait plusieurs années que vous travaillez dessus. Enfin, oui, après plusieurs années d'efforts et d'attente, oui. Parce que j'imagine les dernières années, avec la COVID, ça n'a pas dû aider non plus, ça a dû prolonger les échéanciers. Oui, la COVID. Avant, on avait quelqu'un qui avait un intérêt pour un projet. Fait qu'on dit on va la laisser, cette personne-là, voir ce qu'elle va faire. Mais finalement, ça n'a pas abouti. Fait qu'après ça, le comité de développement, ça a retroussé les manches. Puis on a dit, bien, on va s'en refaire un autre service là, avec le restaurant. Au niveau des finances, avez-vous eu des subventions? Vous avez sûrement des gens qui vous ont aidé dans le projet? Oui, les subventions viennent de la Caisse populaire, de la MRC de la Matapédia. Les autres nous ont donné des dons. Dans le fond, il y avait Cédrico, Énergie éolienne Venduchem, le comité de développement a investi, la coop de solidarité elle a investi, la municipalité, bien entendu. Là, il y a beaucoup de gens ce soir à l'inauguration. Je pense que c'est le service, le relais est bienvenu autant pour les motoneigistes, les personnes qui passent dans le coin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de services dans le secteur. Non, c'est justement, les gens ils disent « Oh, on avait hâte qu'il y ait quelque chose à quelque part, on n'a plus de place où aller. » Ça m'a été dit encore aujourd'hui, « Oh mon Dieu, c'est fun, tu sais, dans ça. » C'est sûr qu'aujourd'hui, on a un permis de boisson pour la journée, un permis de réunion. Donc, je travaille encore fort pour essayer d'avoir un permis permanent, mais je ne l'ai pas encore. Puis, j'ai plein d'embûches encore de ce côté-là. Donc, à venir pour le permis de boisson. Ah oui, je travaille fort pour qu'on l'ait. Ça a l'air quand même complexe à obtenir?
Oui, c'est parce que la régie nous demandait, dans le fond, un plan d'ingénieur, tout calculer la salle. Puis quand ils sont venus à les portes extérieures, ils se sont aperçus que les portes ne sont pas assez grands. Donc, la solution qui nous a été proposée par l'ingénieur, c'est de mettre 2 barres paniques. Sauf que moi, j'ai fait affaire avec une firme, une compagnie pour aller chercher les barres paniques. Sauf que normalement, ça devait être commandé avant les fêtes. Puis quand moi j'ai appelé avant les fêtes, la dame elle me dit on ne sait pas quand ça va rentrer, la madame des commandes. Puis quand on a rappelé après les fêtes, ça n'avait jamais été commandé. Fait que là, j'ai eu un délai encore d'1 mois et demi. Là, je l'ai. C'est sûr que ce matin-là, moi, je l'ai mangé dur. Ça l'a ouvert au mois de décembre dernier. Comment ça marche depuis? Est-ce que c'est très achalandé? Je vous dirais que les premières journées, la semaine, c'est plus tranquille. Tu sais, le skidoo, c'est plus les fins de semaine. Le samedi passé, c'était vraiment une belle journée, là. Surtout, là, ils ont travaillé fort, les madames de la cuisinière. Aujourd'hui, c'est sûr, ça a été tranquille, mais là, on savait bien qu'avec le souper de ce soir, là, ça allait donner un boom. Puis avec la musique aussi qui s'en vient tantôt, fait que ça a été... les gens, je pense, sont contents. Là, il y a combien de personnes impliquées qui travaillent ici? Bien, il y a des gens du comité de développement. On est au moins 6. Il y a celui-là de la coopérative aussi. Je pense qu'on est 4 ici aujourd'hui. Puis à part les autres bénévoles là, qui viennent sur... Michel est venu nous trouver. Non, on est quand même une bonne... on est plusieurs personnes à faire du bénévolat ce soir. C'est magnifique, le décor. Qui est en arrière de tout ça? Ah ben ça, c'est une collègue dans le comité de développement, notre Marilyn Dumais, qui a fait le décor. Dans le fond, c'est tout elle qui a les couleurs et tout peaufiné ça. On est allé avec ça. Tout ce qui est en bois, qui a fait ça? Michel d'Astou de Québec. Oui, puis les bains pour le bar, ben, j'ai commandé ça à Masson. Qu'est-ce qu'on retrouve en général là, dans le menu quand on vient manger ici? Bien, c'est plus le menu cantine. On y va plus avec ça pour l'instant. Dans le fond, la cuisinière, elle a développé peut-être qu'à partir des vendredis, tout dans le mois de février, on va faire des menus du jour pour le dîner. Fait qu'elle a élaboré ses menus. Là. On va avoir un menu dîner fish and chip, un autre spaghetti méli-mélo, puis du steak haché avec de la sauce. Fait que ça, c'est nos vendredis là, qu'on va rajouter pour essayer d'attirer une nouvelle clientèle, là, dans le fond. C'est sûr que les mercredis, jeudi, c'est plus tranquille. Là. Mais la fin de semaine, il y a une fin de semaine, samedi, dimanche, c'était bon. Les skidoo sont là, ils sont bien contents. Là. Ça leur fait un relais. Tu sais, dans le fond, les gens qui viennent de Québec, ou ben non, les ceux de Carleton ou bien Pointe-à-la-Croix, ben, ils viennent de se rejoindre ici. L'après-midi, c'est ça. Il y avait des frères, le frère et les 2 sœurs, ils sont venus se rejoindre ici. Ça arrive régulièrement. Ah, j'ai une gang qui s'en vient, on se croise ici. Fait que ça fait une belle publicité. Et là, ce que je comprends, c'est ouvert du mercredi au dimanche? Oui, mercredi au dimanche. De quelle heure à quelle heure? 11h à 7h, 19h. Bien, Marlène Landry, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite beaucoup de succès avec le relais. Merci d'être là. Et bonne soirée. Merci. Si vous êtes de passage à Sainte-Marguerite-Marie, faites un arrêt à la coopérative de solidarité des vents, située au 15 route La Vérandrie. Pour toute information, vous pouvez également consulter la page Facebook de la coopérative. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 10 février d'Info.tvc. Rappelons que c'est la semaine prochaine, du 13 au 17 février, qu'aura lieu la 10e édition des Journées de la persévérance scolaire. En raison de la mauvaise température de samedi dernier, les activités qui devaient avoir lieu dans le cadre du carnaval de Saint-Cléophas ont été reportées à ce samedi 11 février. Vous pouvez encore vous procurer votre lien pour l'événement virtuel « Ceci n'est pas un bye-bye » du 18 février, organisé par votre télé locale. Vous pouvez avoir accès au lien par la page Facebook TVC de la Matapédia. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur olive. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!